Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, attention, images sensibles, des infos aux séries. On apprend à protéger les yeux des plus jeunes. Ce sera évidemment avec notre partenaire, le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, c'est Amélia Matar. Et Amélia, aujourd'hui, tu votes pour les écoles démocratiques, des écoles alternatives où les enfants ont aussi droit au chapitre. Oui, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de ces écoles très alternatives qui sont notamment des écoles démocratiques. Eh bien, on y reviendra avec toi dans un instant. Et justement, après les écoles démocratiques, on va parler des écoles éco-responsables aujourd'hui dans la première partie du talk, des cursus au campus, comment respecter les valeurs de la transition écologique en évitant le greenwashing. Fabrice Vigreux, vous êtes le fondateur et le directeur d'Ecor, l'école de commerce éco-responsable du Collège de Paris. Elle va ouvrir ses portes en octobre prochain. Vous recrutez déjà ses futurs talents et candidats. Vous nous direz comment vous formez ces managers de demain. Avec plaisir. Et puis en deuxième partie, comment passer de 0 à 38 millions de vues sur LinkedIn en à peine un an. Tuto à suivre avec la queen des punchlines, c'est vous, Dorit Naon. Vous êtes experte en marque employeur, en recrutement également. Autrice de LinkedIn Boost ta visibilité. Ça vient de paraître aux éditions Vuibert. Bonjour à vous. Hello Marjorie, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Eh bien pour nous aussi, c'est un plaisir. Mais d'abord, allez, focus. Comment protéger les enfants de certaines images choquantes ou violentes? Si l'Arcom veille, les parents et les adultes référents doivent eux aussi être vigilants. Démonstration avec le nouvel épisode de La famille tout écran et le Clémy. Attention, c'est le JT, à couvert. Attention, c'est des images de guerre, ça va être moche, fermez vos yeux. C'est bon, c'est fini. Pas encore. Bon, fermez les yeux. Et la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,3%. Miami, plaque tournante. Tu m'expliques? Eh ben, comme ça, au moins, aucun risque qu'ils voient des images choquantes. Faut juste que je les guide pour pas qu'ils se cognent. Je te ficherais des images choquantes, fallait éteindre la télé. Bah oui, il suffit de changer de chaîne. J'ai perdu la télécommande. Les hommes de la brigade d'Estu traquent les narcotrafiquants nuit et jour. La guerre est sans pitié et permanente. Une seule mission pour ces... Entre les actualités, les séries, les films et même parfois les bandes annonces diffusées en pleine journée, il y a des risques. Alors si c'est juste pour nous mettre en fond sonore et qu'on ne sert pas, il suffit de nous éteindre. Ça fait du bien d'être au calme, croyez-moi. Et on va mettre la table. Et voilà pour les aventures de la famille tout écran et du Clémy, bien évidemment. La transition écologique, c'est non seulement des métiers d'avenir, mais aussi des valeurs qui sont défendues aujourd'hui par des écoles d'un nouveau genre. On en parle dans la première partie du talk. Et à nos côtés aujourd'hui, Dorit Naon, experte en marque employeur et en recrutement, autrice de cet excellent guide LinkedIn Boost ta visibilité. C'est aux éditions Vuibert. Fabrice Vigreux, vous êtes fondateur et directeur d'Ecor, qui se définit comme une école de commerce éco-responsable. Vous appartenez au groupe du Collège de Paris. Vous allez former les managers de demain, ceux et celles qui se préparent à justement pouvoir mettre les mains dans le cambouis de la transition écologique et environnementale. Quand on se dit école de commerce éco-responsable, c'est quand même des valeurs assez fortes à porter aujourd'hui pour toute une génération d'étudiants, d'étudiantes qui ont envie aussi de changer l'économie et le monde avec vous. Ben voilà, vous avez tout dit. Merci, drop the mic. C'est exactement un ça. épisode très court aujourd'hui. C'est exactement ça, les valeurs, en tout cas le pitch de départ, on est parti de là, de cette réflexion. La réflexion, c'est le monde qui nous entoure, le monde qui change, les catastrophes écologiques, énergétiques, environnementales, il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Et on avait envie d'aller plus loin que ce qui existe déjà, ce qui est déjà très bien. Je crache sur personne, bien au contraire. J'espère qu'il y aura de plus en plus de formations green, vertes dans un maximum d'écoles. Mais moi, je suis un peu jusqu'au boutiste, donc voilà, moi, j'ai rarement les choses à moitié. Donc j'ai voulu aller plus loin. Aller plus loin comment ?
Je pense qu'il faut avoir une vision globale parce que si je donnais qu'une partie, c'est un peu biaisé. Il y a le contenu. Le contenu, évidemment, ce sont des formations vertes, green. Ouais. Plus de 25% de nos cours seront green. Sur quoi on s'est basé? Quand on dit que 25% des cours sont green, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que le curricula du cours, le parcours pédagogique repose sur des matières qui vont nous servir justement à alimenter ces savoirs sur la transition écologique, ou ça veut dire aussi que les cours eux-mêmes sont recyclés? Est-ce que les cours peut-être qui peuvent être donnés à distance sont hébergés dans des serveurs cloud qui sont là aussi éco-responsables ou moins énergivores? On fait attention littéralement à l'ensemble de ces choses-là? Exactement. Alors, c'est deux choses différentes, mais on fait les deux. Alors, sur le contenu, on est parti des 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Clairement, on s'est calé dessus. Ensuite, il y a 6 objectifs également définis par la France pour le calendrier 2030. Donc, on est complètement en phase avec l'avenir, en tout cas ce que souhaite le monde, en tout cas pour l'évolution. Donc là, on est dans ce cadre-là. Donc, le contenu des cours, effectivement, il y a une partie qui peut être, entre guillemets, du recyclage. Alors, ça tombe bien, le mot est super bien choisi. Du recyclage de cours, mais qu'on a verdi et qu'on a surtout mis sous un prisme vert et actuel et environnemental, mais il y a également des cours vraiment 100% environnemental qui peuvent être les développements durables, la transition énergétique, etc., en fonction des cursus, puisque nous sommes une école de commerce, je précise, et c'est volontaire que nous ayons fait une école de commerce et pas une école de développement durable. Je ne sais pas le faire, les écoles de développement durable, donc j'ai laissé ceux qui savent le faire et qui sont ingénieurs le faire. Par contre, moi, j'étais plutôt parti dans une optique de... je vais sortir la grande phrase de Nelson Mandela. Voilà, l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. C'est exactement ça. Et moi, je veux changer le monde. Alors, je veux changer le monde, puisqu'en fait, je crée 2 écoles, en réalité. Il y a Écor et Écart, une école de commerce éco-responsable pour les futurs dirigeants, les futurs managers, donc les gens qui vont prendre des décisions. Toucher cadre sup en gros, et Écart, une école d'assistanat éco-responsable, où là on va inculquer les valeurs grâce à l'école et grâce au contenant. Tout à l'heure je parlais de contenu, mais grâce au contenant qui est l'environnement de l'école, auprès d'employés ou de futurs agents de maîtrise. Le but c'est de toucher toutes les franges de la population, parce que je crois que le changement passe par l'individu et non pas par les lois ou par les directives, même si on peut les suivre, mais il faut qu'on soit convaincu individuellement. Et ça infuse évidemment auprès de tous ces futurs talents. Il y a une formation évidemment post-bac qui prend justement ces futurs talents dès la sortie du lycée. Il y a aussi une formation en alternance. Il y a du bachelor, il y a aussi des MBA. Vous proposez une liste justement de cursus assez complet. Les métiers exactement auxquels vous préparez, ce sont lesquels? On recevait Julien Vidal de Ça commence par moi il y a quelques semaines sur ce plateau, et il nous disait qu'il y avait littéralement plus de 30 métiers qu'on pouvait lister dès aujourd'hui, des métiers durables, des métiers solidaires au service du vivant. On parle beaucoup de ces métiers du futur dont, encore une fois, 80% d'entre eux ne sont pas encore connus. Lui nous disait non, ces métiers du futur, c'est déjà les métiers d'aujourd'hui si on prend comme prisme, encore une fois, cette transition. Alors, nous, on ne va pas préparer, entre guillemets, à des métiers, comme je disais tout à l'heure, d'ingénierie. On va partir sur du management classique, que ce soit RH ou commercial au sens large, développement commercial. Le but, c'est de leur donner justement en tête toutes les clés, toutes les cartes en main, justement, pour se préparer à ce changement de monde, à ce qui est en train de se passer, que ce soit la crise énergétique. Donc, ils auront des cours de géopolitique, voilà, parce que c'est important, que ce soit également la migration environnementale. Enfin, il y a tout un tas de sujets qu'ils doivent maîtriser pour préparer leur entreprise à continuer de perdurer par la suite, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient salariés. Donc, il n'y a pas de, entre guillemets, métier que je prépare, métier précis. C'est plus l'étudiant qui va se construire par lui-même son propre métier. Et de toute façon, on sait très bien qu'un métier qui existe aujourd'hui, dans 5 ans, il y en aura d'autres, et ainsi de suite. Donc ça ne sert à rien presque de me focaliser sur un métier en particulier. Je préfère qu'on se construise par soi-même. Si je vous entends bien, l'idée, c'est plutôt d'avoir cette boussole du changement, de la transition, et ensuite de pouvoir construire justement ces métiers dans une pluralité là aussi de secteurs dans lesquels elle peut justement s'insérer. Dorit, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces questions de transition environnementale, elles sont plus que prégnantes dans notre vie de tous les jours. Ça, jusque-là, ça n'aura échappé à personne. Mais surtout pour les étudiants et les étudiantes qui
aujourd'hui, lycéens, lycéennes aussi, qui sont en train de finir leur bac pour ce mois de mai, de juin et de juillet, et qui se disent, OK, le monde auquel on m'a préparé jusqu'à présent, c'est pas forcément celui dans lequel, d'une part, je vais vivre et j'ai envie en plus de vivre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent aussi, grâce à des écoles comme Ecor ou comme Écart, ou d'autres, on va citer School of Impact aussi, par exemple, à Paris, peuvent justement se dire, OK, il faut raison garder, je peux réussir à avoir une maîtrise de mon futur si je vais bien vers ces formations qui me proposent finalement de changer le monde. C'est très important, très important parce qu'aujourd'hui, en off, justement, on parlait de la génération Z. La nouvelle génération va en quête de sens dans son travail. Donc, de préparer les managers de demain, justement, à ces problématiques-là, les sensibiliser, c'est extrêmement important parce que ça va être justement eux qui vont être porteurs de ces valeurs-là, de ces messages-là. Et à l'heure où on parle énormément du bien-être au travail, alors il y a probablement une partie washing aussi, mais il y a une partie avec une vraie bonne volonté de faire. C'est très important, justement, d'aller vers ces propositions concrètes pour sensibiliser les équipes, parce qu'effectivement, comme vous le disiez si bien, avant de parler de mise en place gouvernementale, etc., on est des individus. Donc, l'individualité, et notamment dans le monde du travail, à travers une culture d'entreprise, parce que finalement, c'est de ça dont on parle, c'est derrière ce qui va être absorbé par les équipes. Et derrière, il y a toutes ces questions d'éducation. J'ai été sensibilisée à ça au travail. Ça va peut-être aussi se répercuter dans mon quotidien. Ça va changer mon point de vue. Et derrière, c'est comme ça qu'on forme aussi des personnes à avoir des bonnes pratiques et qu'à terme, on peut garder espoir d'avoir aussi un monde meilleur à travers des petits gestes, et ça passe beaucoup par le travail aussi. Oui, absolument, et c'est exactement la proposition forte avec laquelle Ecor arrive sur ce marché justement des écoles post-bac, c'est le fait de se dire qu'il faut croire, et vous faites ce pari résolument, d'un avenir avec une économie totalement décarbonée. Oui. En tout cas, le but totalement décarboné, je ne sais pas, mais en tout cas en réduction, c'est sûr. Que ce soit, pareil, une décroissance énergétique, c'est évident. On en est tous conscients, je le pense. Et nous, on va se l'appliquer nous-mêmes à l'école. Donc tout à l'heure, je n'ai pas fini complètement. Ouais. On a parlé de contenu. Et le contenant, c'est l'école. Et c'est nous, et c'est l'ADN, et c'est les valeurs que l'on va transposer, qu'on va transmettre à nos étudiants. Donc, on sera dans des locaux HQE, haute qualité environnementale. Il y aura le tri sélectif, ils sont sensibilisés à cela. Même nos machines alimentaires seront avec des produits bio, Voilà, on va au bout des choses et on va même plus loin. Ouais. Et là, je pense qu'on est les seuls à le faire. Ça, je vous le garantis. On ne travaillera pas avec les entreprises pollueurs pour de l'alternance. Et ça, je l'affirme haut et fort. C'est-à-dire que vous avez déjà une liste d'entreprises, même du secteur de l'énergie, par exemple, avec lesquelles vous dites c'est hors de question, on n'enverra pas, nous, nos talents en alternance chez elles. Par exemple. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Il y a d'autres secteurs comme ça qui vont peut-être être un peu blacklistés chez Ecor. Tout ce qui est transport aérien, on va essayer d'être pragmatique. Après, par contre, s'ils ont une volonté de changement et de devenir un RSE, bien évidemment, on va les accompagner. Par contre, si c'est pour poursuivre la politique actuelle, on ne travaillera pas avec. Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que et on commence à en parler, dans la lutte aussi contre le greenwashing, parce que la tentation, évidemment, est assez forte de vouloir embrasser ces valeurs, justement, écologiques, ces valeurs d'une nouvelle société, d'une nouvelle économie basée sur cette transition environnementale. Parfois, on peut un peu s'y perdre aussi, ne pas réussir vraiment à dégager la sincérité des actions un peu moins sincères portées par certaines entreprises. Vous nous dites, non, c'est notamment à nous, ils n'iront pas dans ces entreprises. Est-ce que c'est pas parfois dommage? Parce qu'on peut se dire aussi que le changement, il vient de l'intérieur et que si ces talents-là ne vont pas dans ces boîtes-là de rythme, ça ne va pas pouvoir changer. Alors, je comprends votre position, elle est parfaitement pertinente, mais en même temps, j'ai envie de dire un grand bravo, parce que c'est une prise de position, mine de rien, vous passez à côté de contrats que vous auriez pu avoir, c'est un choix. En même temps, d'un côté, vous privez aussi vos étudiants d'opportunités qu'ils pourraient avoir, mais vous choisissez de les rediriger vers des entreprises qui ont de meilleures valeurs. Donc, c'est un sacrifice, finalement, que vous êtes prêt à faire pour, j'ai envie de dire, le bien commun et vos convictions et vos engagements. Et ça prouve, finalement, que vous allez au bout des choses. Donc, c'est très important. Mais en même temps, vous avez raison.
Il y a la problématique de se dire, si on les laisse un petit peu dans leur cocon, dans leur bulle, ils changeront jamais parce qu'ils n'auront jamais une personne qui va être game changer dans le système et qui va dire, attendez, ce que vous faites, c'est pas génial, regardez ce qu'on peut faire, on peut essayer d'améliorer les choses. Alors, je pense sincèrement que la meilleure option, c'est pas forcément d'envoyer les étudiants au casse-pipe. C'est peut-être, à ce moment-là, de faire appel à des associations, il y en a énormément, qui vont effectivement venir et sensibiliser sur l'importance des gestes éco-responsables, les petites actions, parce que voilà, quand on entend éco-responsabilité, parfois, les entreprises peuvent s'imaginer que on va bouleverser leur organisation, on va bouleverser leur système, ça va leur coûter des fortunes, etc. Non, ça passe aussi par des petits gestes du quotidien. Donc voilà, tout simplement, peut-être commencer par faire intervenir des assos, des intervenants qui sont dans le domaine. Et puis, une fois qu'on sait que l'entreprise, elle aura peut-être un climat un peu plus sain, là, on envoie les étudiants, dans l'ordre. Alors, en tout cas, c'est une étape avec laquelle on peut en effet procéder et une méthode très pratique que vous nous donnez ici, Dorit. Donc non, Fabrice, vous ne voulez pas être la Libye, en l'occurrence, de cette transition environnementale pour les boîtes qui ne seraient pas fidèles justement aux valeurs qu'elles peuvent porter. Vous nous l'avez dit, évidemment, cette éco-responsabilité, elle se vit chez Ecor du cursus au campus. Vous avez aussi mis au point un comité d'impact qui va vous suivre parce que, évidemment, le changement ne vaut que s'il est mesurable. Évidemment. Donc, on a un comité d'impact qui se réunira 1 à 2 fois par an. Il ne s'est pas encore réuni, on est en train de le constituer. Il est déjà à peu près constitué. Il me manque encore 1 ou 2 personnes et qui se réunira 1 à 2 fois par an. Le but, c'est de se fixer des objectifs en corrélation avec notre ADN, nos valeurs, et puis essayer d'avancer sur ces objectifs qu'on sera fixés ensemble. Et celles et ceux qui vont vous aider justement à tenir ces objectifs et à avoir ce feedback, ce sont qui plutôt des experts scientifiques, des entrepreneurs, des profs? Alors, j'ai un peu de tout ça. Hein. Je vais avoir, je vais peut-être pas encore citer de nom, mais je vais avoir des gens qui sont effectivement dans l'éco-responsabilité de manière forte et très impliquée. Là, j'ai 2 personnes en tête, et puis après, effectivement, je vais avoir des formateurs, des gens qui sont dans l'énergie. Enfin, voilà. Le but, c'est qu'on se constitue un panel, je vais dire un conseil scientifique. Enfin, le mot scientifique est un peu galvaudé, parce que moi je ne suis pas scientifique, mais voilà. En tout cas, le but, c'est qu'on avance, qu'on trouve des solutions et qu'on essaye de se réunir pour avancer et que chaque année soit meilleure et qu'on continue à perdurer dans nos valeurs. Bon, c'est le GIEC de l'Ecor, si j'entends bien. C'est un peu ça. C'est ça. Votre conseil scientifique à vous. Il y a un an, quasiment jour pour jour, on a vu cette révolte, notamment des jeunes diplômés de Paris, Agritech, se rebeller et au moment de la réception de leur diplôme, dire attendez, le diplôme que vous nous donnez, il vient finalement apporter une sanction positive à un monde et une économie dans laquelle on n'a plus envie de vivre. Aujourd'hui, ces écoles l'ont elles-mêmes appris de la réflexion de leur talent. Est-ce que vous trouvez tous les deux que ça va dans le bon sens, que le mouvement est là, c'est en train de changer? Je te laisse... Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas aller dans la révolte pour la révolte. Maintenant, si c'est construit et réfléchi, je suis plutôt d'accord. Là, en l'occurrence, dans le monde de l'éducation, effectivement, je pense qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. C'est ce que nous, on est en train de faire. J'espère que dans 3-4 ans, il y aura plein d'écoles comme nous, en réalité. Voilà, le but, c'est que justement, on puisse servir d'exemple. Alors, effectivement, on sera les premiers, mais il serait bien qu'on fasse des bébés et que les autres écoles aillent dans notre sens, puisque forcément, du coup, on touchera plus de monde et on changera la société réellement par l'intérieur. Le changement, il faut accepter parfois qu'il prenne un petit peu de temps, Dorit. Oui, aussi. Il faut l'accepter. En même temps, on a besoin d'entreprises comme ça qui prennent des engagements forts et qui les tiennent et qui nous prouvent qu'ils sont alignés avec leurs valeurs. Mais on a besoin de jeunes aussi qui sont engagés et qui disent voilà, moi aujourd'hui, je ne veux pas forcément suivre l'exemple des parents, des grands-parents qui travaillent aveuglément sans forcément se poser de questions sur le sens. Aujourd'hui, on parle de sens au travail. Les jeunes veulent du sens, la génération Z veut du sens. Et qu'il y ait ces mouvements justement où on se dit ok, j'ai le diplôme, mais à part ça, est-ce que ma vie sera meilleure? Est-ce que ma qualité de vie au travail sera meilleure? C'est très fort et ça montre qu'en fait, la valeur du diplôme aujourd'hui ne suffit plus. Et ça, c'est très très fort parce que ça poussera aussi à terme les entreprises, certaines le font déjà très bien, les écoles et le gouvernement aussi, qui nous répètent aussi beaucoup que la jeunesse est quand même au centre des préoccupations, à réfléchir à comment justement proposer des solutions concrètes, donc via l'éco-responsabilité et puis via plein d'autres sujets justement pour faire en sorte qu'aujourd'hui les jeunes reçoivent leur diplôme et que ça leur suffise et pas qu'ils aient ce goût amer de se dire
Mais en fait, finalement, pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Qu'il y ait moins cette peur et cette inquiétude et ce sentiment, finalement, d'insatisfaction et qui manque quelque chose, quoi. Et qui manque ce sens. C'est très important. La nature a horreur du vide, vous le savez bien. Fabrice, justement, Écor et Écart, ce sont donc ces deux écoles, Écor côté commerce et Écart côté apprentissage, qui vont ouvrir en octobre prochain. 2 campus, Paris-Nanterre et Lille, si je ne m'abuse. Vous attendez combien de candidats et de candidates? Alors, candidates et candidats... Surtout candidates, en l'occurrence. J'essaie de pousser pour cette féminisation des métiers. Avec plaisir. Non, le plus possible. Après, on va avoir un nombre de places, parce que les candidats, peu importe le nombre de candidats, après, c'est le nombre de places assises. En fait, on aimerait bien, sur les deux campus, avoir une classe remplie pour chaque formation. Donc, en gros, pour Écor, entre 60 et 80 étudiants pour cette première rentrée, et Écart, pareil. Et le double sur Lille, enfin la même chose sur Lille, du coup. Donc, ça ferait, en gros, 240 à... un peu moins de 300 étudiants, ce serait bien, ça très bien. Ouais. Même 200 serait bien, en fait. Entre 200 et 300 pour une première année serait très, très bien. Je vous avoue que la campagne a déjà bien commencé, que le discours passe très, très bien, que les étudiants adhèrent, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Allez, 300 futurs talents au service de la transition écologique. Et petite info qui est loin d'être un gadget pour le coup, un arbre sera planté par étudiants diplômés. Oui, parce que voilà, on a eu plein d'idées, évidemment. Et effectivement, dans l'engagement, on s'est dit que nous-mêmes, en tant qu'école, on va encore plus loin. On va planter un arbre pour chaque diplômé. On se filmera et je pense que ce sera les équipes qui iront. Et s'il y a un étudiant qui veut venir avec nous, avec plaisir. Pour planter son arbre, absolument. Planter son arbre, on choisira le lieu, le type d'arbre, évidemment, avec un spécialiste. On va pas les planter nous-mêmes. Je me suis dit, pourquoi pas? On pourra faire un TikTok avec vous en train de planter un arbre. Un buisson ne serait pas idiot, parce qu'il y a un problème de haies en France. Voilà. Et donc, du coup, on résout aussi le problème des talents au service de cette transition environnementale et des haies, visiblement, en France, grâce à Fabrice Vigreux, à l'Écor et à l'Écart. Ces écoles éco-responsables, des cursus au campus. On vient d'en parler ensemble. Dorit, évidemment, Fabrice et Amélia, vous restez avec moi. On va faire d'abord un tour du côté de la planète Tech et on revient dans un instant. Et c'est le zap du très éco-responsable Édouard Degnaud. That one has no battery yet. That one I couldn't charge. If not, I would show it to you. It's called the HoloLens. That one is called the HoloLens. Yeah, the little whip thing is a little weird. Myocardial infarction. Due to a lack of oxygen supply through a blockage in the coronary vessels, cells can be damaged or die if not treated quickly. Et on est
est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Dorit Naon pour cet excellent guide dont on va parler dans un instant. LinkedIn booste ta visibilité, c'est aux éditions Vuibert. Fabrice Vigreux, fondateur et directeur d'Écor, cette école de commerce éco-responsable, littéralement des cursus jusqu'au campus et au bâtiment. Amélia Mattar est avec nous, ça tombe très bien parce qu'avant de reprendre notre discussion et notre talk, on va faire un tour du côté derrière la tech. Et pourquoi pas justement, pourquoi pas parler de ces écoles alternatives, ces écoles démocratiques avec toi? Oui, alors chez Coloris, j'ai la chance de travailler au quotidien avec Louise, notre responsable des opérations. Et avant de rejoindre notre équipe, Louise a passé plusieurs semaines au sein de l'École dynamique de Paris, une école démocratique inspirée de la Sudbury Valley School, qui a ouvert en 1968 au Massachusetts et qui, 50 ans après, fonctionne toujours aussi bien. Alors, l'École dynamique de Paris, ouverte par Ramin Faringi en 2015, a malheureusement fermé ses portes en 2022, mais il en reste une trentaine en France. Qu'est-ce que ces écoles ont de différent? Eh bien, absolument tout. La première école, celle de 1968, était inspirée de l'école de Summerhill, ouverte en 1921 en Angleterre par Alexander Nell. L'idée est que les adultes et les enfants peuvent cohabiter ensemble. L'école ressemble à une micro-société. Chaque personne est considérée comme un membre à part entière et chaque membre a une voix. Donc l'enfant de 4 ans a voix au chapitre tout autant que l'adulte de 40 ans. Toutes les décisions sont prises de manière collégiale et démocratique. Il y a des organes décisionnels comme le conseil de justice ou le conseil d'école qui permettent à l'école de fonctionner et de réguler les conflits par exemple. Les finances et les activités qui vont être déployées dans l'école auprès des enfants sont décidées aussi via un organe démocratique. Les enfants de tous les âges sont mélangés. Il n'y a pas de classe à proprement parler ou de cours ou de professeurs. Les apprentissages se font au gré des envies des enfants et ces derniers vont trouver dans des espaces dédiés des outils pour les apprentissages ou des activités diverses et variées comme de l'art ou de la cuisine et des activités à travers lesquelles ils vont indirectement faire des mathématiques ou du français par exemple. Ça veut dire quoi que c'est la liberté totale, c'est la liberté absolue? On peut faire tout ce qu'on veut? Et non, pas du tout. Il y a un règlement dans l'école très clair qui donne lieu à des sanctions s'il est transgressé. Il a été constitué là encore de manière démocratique et les règles évoluent en fonction des besoins exprimés par les enfants et par les adultes. Dans l'école dynamique fréquentée par Louise, par exemple, les écrans ont été régulés via des règles. Le collectif a posé le constat d'un dysfonctionnement avec des enfants trop exposés qui devenaient agressifs. Il y a donc eu un système d'inscription voté démocratiquement avec des temps dédiés aux écrans. Louise rapporte sa participation à plusieurs conseils de justice pour régler les infractions. Et tous les membres peuvent saisir cet organe en cas de problème. Un mini-procès est alors organisé. Et le coupable peut proposer une réparation à la victime. Et Louise explique que lors de ces moments qu'elle a vécus, les enfants coupables prenaient des décisions beaucoup plus dures à leur égard que les décisions qu'aurait prises le jury. Waouh, ça c'est vraiment de l'application de la loi d'Ouralex-Sedlex. Il y a des limites quand même à ces écoles démocratiques, à ces processus, à ces règles? Oui, clairement, le manque d'espace extérieur est clairement un frein au plein épanouissement des enfants. Et dans les grandes villes comme Paris, bien souvent l'immobilier n'est pas tout à fait adéquat. L'école de Summerhill est effectivement entourée d'un grand jardin, par exemple. Ces écoles attirent aussi pas mal d'enfants avec des troubles spécifiques, des parents qui font ce choix car leurs enfants sont particuliers et requièrent des soins particuliers. Or, les adultes, notamment de ces établissements alternatifs, ne sont pas tous forcément formés. Et toutes les écoles, là encore, ne conviennent pas à tous les enfants. Et tous les enfants ne conviennent pas à toutes les écoles, d'où l'importance de la pluralité des approches éducatives sur les territoires. Alors justement, une fois qu'on est passé par une école démocratique, on devient quoi? Ils deviennent quoi ces enfants? Alors c'est évidemment un stress énorme, une question hyper importante pour les parents. Louise évoque notamment un enfant qui passait ses journées entières à faire de la batterie. Alors elle, ce qu'elle en retire, c'est que les heures cumulées d'apprentissage de cet instrument ont été complètement... aucune autre école n'aurait pu permettre à cet enfant de cumuler autant d'heures. Dans le livre fondateur de ce mouvement, L'école de la liberté de Daniel Greenberg, est évoquée une étude qui montre que beaucoup d'enfants issus de ces écoles, alors aux États-Unis, qui postulent aux universités américaines, réussissent effectivement à entrer dans ces universités. Et pour finir, Alexander Nell, donc le créateur de l'école de Summerhill qui a initié ce mouvement, soulignait lui-même à quel point les enfants
scolarisés dans son établissement totalement libre, devenaient des adultes appréciés et responsables. Je le cite, « La raison pour laquelle à Summerhill, nous recevons autant de compliments sur le travail de nos anciens élèves dans quelques emplois qu'ils exercent, c'est qu'ils ont vécu à fond, chez nous, l'âge des rêves égocentriques. Et quand ils deviennent de jeunes adultes, ils peuvent faire face aux réalités de la vie sans aucun regret inconscient d'une enfance mal vécue. » Bravo, bah écoute, merci infiniment pour ce retour sur ces écoles démocratiques. Et à Louise, du coup, on lui fait un clin d'œil, évidemment, pour l'avoir testé pour nous, ici, dans l'école du futur, et pour Coloris également. Dorit, Fabrice, une école démocratique, ça vous aurait plu, justement, de pouvoir, là aussi, peut-être tester d'autres limites en matière d'éducation, pouvoir aussi construire ses savoirs et ses savoir-être différemment? Je trouve ça passionnant. Alors, vous savez, moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept d'intelligence émotionnelle. Et à l'école, aujourd'hui, je trouve qu'on en manque. On est sur des matières qui sont quand même relativement académiques. Et de partir sur ce principe de micro-société, où finalement les enfants sont égaux par rapport aux adultes, où on est sur un système de justice et aussi de responsabilisation, ça pousse, comme vous le disiez, à plus de maturité. Et c'est ça, finalement, l'intelligence émotionnelle. Et on en a besoin pour tout, pour sa vie de tous les jours, au travail. C'est très important. Et moi, ce système, je le trouve très, très intéressant à exploiter. Et on devrait s'inspirer. Justement, tiens, Fabrice, est-ce que ça vous inspire, vous, pour les corps et pour l'écart? Alors évidemment, on va s'adresser à des enfants qui sont quasiment déjà des adultes, pour le coup, des futurs talents. Mais est-ce que mettre aussi de l'autonomie dans les cursus, le fait de pouvoir peut-être choisir certaines matières par rapport à d'autres, ça permet là aussi de pouvoir apprendre différemment? Alors, on ne peut pas, parce que ce sont des titres RNCP, donc reconnus par l'État, où on est quand même très, très... Donc l'État n'est pas démocratique, en gros, c'est ce que... Le titre, en tout cas, on nous oblige, on nous impose à suivre un référentiel. Voilà, on suit le référentiel. Maintenant, pour en revenir, alors sur mon école, c'est pas applicable. Maintenant, je pense que ça a valeur surtout pour de la primaire, du collège, et je pense, enfin, tout ce qui est innovant. Moi, je suis quand même assez open et j'ai tendance à regarder ce qui se fait. Mais je pense quand même que, alors, comme chaque individu est différent, je pense qu'il devrait avoir pour chacun différentes voies. Parce que ce type d'école ne conviendrait pas à tout le monde. Le type d'école actuelle ne convient pas à tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une multiplicité de voies. Et en fonction du type d'individu, ou enfin, déjà de la personnalité de l'élève, je veux dire de l'enfant, on pourrait peut-être l'envoyer dans la bonne lignée. Voilà. Moi, par exemple, j'étais très libertaire, mais très compétiteur aussi. Voilà, donc je suis pas sûr que ça... Enfin, si le côté libertaire m'aurait convenu, le côté... Enfin, moi, j'ai quand même un côté hyper compétiteur, donc je sais pas si ça m'aurait convenu, mais à d'autres, par contre, ça aurait vraiment convenu, ce type... et ils auraient pu être épanouis. Enfin, voilà, je pense que c'est pas si simple, mais qu'il faut repenser l'école bien en amont et dès la maternelle, je pense. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Amélia, tous les enfants ne correspondent pas à toutes les écoles et toutes les écoles ne correspondent pas à tous les enfants. Oui, et clairement, ce qui importe, c'est de donner beaucoup plus d'autonomie aux directions d'établissement pour avoir effectivement une pluralité d'approches sur nos territoires et laisser aux parents, après avoir observé la singularité de son enfant, choisir la meilleure voie pour lui, pour elle. Et nous, on va donner plus de liberté, tiens, justement, pour aborder sa visibilité sur LinkedIn. C'est la deuxième partie du talk. Elle était demandeuse d'emploi. Aujourd'hui, ce sont les entreprises, les recruteurs et les marques qui la demandent. On en parle évidemment avec notre queen des punchlines, Dorit Naon. Et pour booster notre visibilité, on est toujours en plateau avec Fabrice Vigreux pour les corps et l'écart et Dorit Naon. Évidemment, experte en marque employeur, en recrutement, autrice de ce guide réel, hyper concret, qui nous permet justement d'adopter ces méthodologies pas à pas. LinkedIn booste ta visibilité, ça vient de paraître chez Vuibert. Quelques chiffres peut-être déjà pour se redonner une idée de ce qu'est LinkedIn. Ça tombe très bien parce que Microsoft, justement, qui est le propriétaire de LinkedIn, qu'il a racheté en 2016 pour la bagatelle de 26 milliards de dollars, eh bien, vient de publier ces chiffres le 9 mai dernier. 930 millions d'utilisateurs aujourd'hui, dont 26 millions en France. Une croissance record puisque depuis le mois de janvier, LinkedIn a engrangé 30 millions de nouveaux utilisateurs et utilisatrices. C'est une croissance qui est littéralement fulgurante. Cette croissance fulgurante, vous l'avez connue vous-même, Dorit, puisque vous êtes passé en un an, vraiment 365 jours, de 0 à 38 millions de vues
sur LinkedIn. Comment est-ce possible? Écoutez, un tour de magie, non. Non, c'est du travail, c'est une stratégie. Et c'est ce que j'explique vraiment sans rétention d'informations dans le livre. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ai une conviction forte, c'est que LinkedIn, c'est pour tout le monde. Vraiment, tout le monde a sa place dessus. Moi, comme vous le disiez si bien, je suis arrivée sur LinkedIn, j'étais chercheuse d'emploi. C'était ma dernière chance. Je suis passée par tous les job boards possibles et imaginables. Je suis passée par Indeed, Pôle emploi, Monster, etc. Et ça donnait rien. Mail de refus automatique sur mail de refus automatique. Et finalement, je me suis dit, c'est ma dernière chance, allons-y, on va voir. J'observe un peu comment font les autres, etc. Mais je me fais ma propre vision authentique et ma propre pratique authentique, surtout, c'est très important. Ouais. Donc, on commence étape par étape. C'est ce que j'explique dans le livre, très important, ne pas brûler les étapes. On commence par optimiser son profil. Ouais. Donc, on optimise la bannière, on en parlait en off, la bannière, le titre, le résumé. On explique de façon très claire ce qu'on fait, ses compétences. Si on a des preuves sociales, si on a des accomplissements, du coup, on les met. Ensuite, seulement, pas de création de contenu pour le moment. Ouais. Ensuite seulement, on va s'intéresser un petit peu à ce que font les autres. On commente, etc. Salut par message privé, j'aime bien ce que tu fais, etc. Merci et tout. Et le jour où on va créer du contenu, il y aura un effet humain très puissant de reconnaissance qui va faire que du coup, les gens ils vont voir votre post et ils vont dire elle, ça fait un moment en fait qu'elle m'envoie des messages pour me remercier de mon contenu, qu'elle commente sous mes posts, qu'elle like, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on se crée une notoriété, qu'on se crée une visibilité, qu'on augmente son réseau, qu'on devient visible des employeurs, qu'on attire des entreprises, c'est étape par étape. Mais si je vous entends bien, ça veut dire que sur LinkedIn, plus que sur un autre réseau social, vous avez retrouvé l'essence, encore une fois, du mot réseau social, la constitution à la fois de cette communauté, alors qu'elle va être plutôt une communauté professionnelle, d'expertise, de sujets sur LinkedIn, et sociale, parce que vraiment, on va pouvoir tisser ces relations les unes après les autres. C'est ça, exactement. On retrouve l'essence du mot humain. La résonance sociale, elle est là vraiment sur LinkedIn. C'est un réseau ultra communautaire. On va commenter chez les autres, ils nous le rendent. On va envoyer un message privé pour remercier de la qualité du contenu. Les gens nous le rendent. Il y a un biais humain qui est très fort. Et moi, c'est ce qui fait, comme de nombreux autres créateurs, que j'ai commencé à avoir une petite audience au début parce qu'on ne commence pas à 38 millions de vues. Dommage. Vraiment, je me disais, tiens, pourquoi pas? Non, ok. Je ne fais pas cette promesse dans le livre, on va rester raisonnable. Mais voilà, on commence petit et puis derrière, on fait des posts qui fonctionnent mieux que d'autres. Ouais. Moi, typiquement, au début, j'avais, admettons, 20, 30 likes sur mes posts. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment, j'ai fait un post sur les tatouages en milieu professionnel qui a fait 2 millions de vues passées et 24 000 likes, un truc comme ça. J'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi. Et c'est là, en fait, que ça prouve à quel point le réseau est puissant. C'est que la visibilité que vous avez, elle n'est pas perdue. Du tout. Et moi, j'ai fait un choix dès le départ sur LinkedIn, c'est l'authenticité. Voilà. Et je suis très heureuse parce que j'ai fait partie des précurseurs sur LinkedIn qui, en fait, ont mis en avant une sorte d'anticonformisme, en fait, j'ai envie de dire. Moi, dès le départ, j'ai fait de l'humour sur LinkedIn. Voilà, j'ai cassé les codes. Il y avait des recruteurs qui m'envoyaient des messages pour me dire « Dorit, cachez vos tatouages. Il y a des entreprises qui n'aiment pas ça, qui ne voudront pas vous recruter. C'est dommage. » Enfin, de la pseudo-bienveillance. Et j'ai rien fait de ça. J'ai jamais supprimé un seul post. J'ai tout laissé tel quel. Et voilà, ça a payé parce qu'aujourd'hui, j'ai une communauté. J'ai reçu toutes ces sollicitations-là. Et effectivement, la puissance de LinkedIn en tant que chercheur d'emploi, quand on est étudiant aussi, qu'on cherche une alternance, un stage, etc., c'est qu'on inverse en fait la tendance. Vous l'avez super bien dit au début, c'est qu'en fait, on n'est plus en train de courir derrière les entreprises. C'est les entreprises qui nous courent derrière. C'est génial quand vous avez le choix du roi. Donc ne cachez surtout pas ce tatouage que je ne saurais voir. Au contraire, c'est un d'ailleurs des messages et des conseils avec lesquels on ressort avec ces 11 tutos qui sont extrêmement bien illustrés. Je dois le dire par Billy, qui est une illustratrice de génie, qui a su d'ailleurs pouvoir illustrer vos propres tatouages, parce qu'on retrouve des petites Dorites partout dans le livre qui nous aident à avancer pas à pas. C'est un enfer à illustrer pour elle, je vous le dis. on lui rend hommage encore plus. Alors aujourd'hui. Amélia, toi, tu as dû te former justement pour pouvoir mieux apprendre à pouvoir jouer avec les codes de LinkedIn. Est-ce que ça t'a vraiment aidé ?
Clairement, en tant qu'entrepreneur, on voit bien qu'on a là un outil très puissant qui potentiellement peut servir notre business et son développement. Et donc oui, j'ai fait le choix de me former, mais je me rends compte que j'ai sans doute grillé quelques étapes importantes parce que non, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas véritablement un outil de génération de leads et de génération de business, mais je ne demande qu'à essayer encore. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel dans cet outil. Enfin, c'est assez manifeste, en fait. Et voilà, il faut juste sans doute y passer plus de temps et être un peu plus méthodologique, peut-être. Fabrice, c'est important aussi pour vos étudiants, vos étudiantes, ceux et celles qui vont rejoindre Écart et Écart, de savoir, là aussi, se mettre en avant, booster leur visibilité sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, nous, dans le cadre de notre accompagnement à trouver de l'alternance, nous organisons des séminaires de techniques de recherche d'entreprise. Et dans ce séminaire, il y a évidemment l'aspect réseau social et LinkedIn en particulier. On leur explique l'e-réputation, comment mettre la bonne photo de profil, le bon mail. Tout à l'heure, pour rigoler, je disais, il y a beaugosse-du-93@gmail.com. Croyez-moi, nous, on l'a vu, mais 100 fois. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Ce que je veux dire, tout ce genre de choses, et même la messagerie de téléphone, quand on appelle et qu'on laisse un message, on est là pour professionnaliser nos étudiants, on est là pour les faire monter en compétences, leur expliquer le savoir-être. Et c'est vrai que là, moi, j'ai bu, on se tutoie, j'ai bu tes paroles, Dorit. Mais on fait tout sur ce plateau. Mais non, on s'est tutoyé tout à l'heure, ça sert à rien de faire semblant. Là. J'ai l'impression que Dorit va finir par venir donner quelques conseils aux étudiants de l'Écart à terme. Avec grand plaisir. J'y pense. Mais oui, en tout cas, j'ai bu tes paroles et moi, j'adore de toute façon les gens qui s'auto-forment. Donc là, je vais être obligé de prononcer chaque mot, les self-made women. Waouh, on adore. Mais en tout cas, j'aime les gens qui réfléchissent, qui se plongent, qui essayent d'analyser et qui avancent. Et en plus, quand ça marche, c'est encore mieux. En tout cas, c'est formidable. Je t'ai écouté et c'est sûr que je vais m'inspirer, je vais acheter le livre. Et peut-être qu'on se reverra. C'est probable que je... Avec grand plaisir. Ouais. Ça veut dire très concrètement, encore une fois, qu'un des conseils les plus prépondérants du livre, c'est garder son authenticité, mais quand même savoir aussi suivre les règles, parce qu'il y en a quand même quelques-unes à respecter, on ne va pas se mentir. Alors, une règle principale, déjà, c'est construire son audience avant son produit. Construire son audience avant son produit, ça veut dire quoi? C'est la règle fondamentale sur LinkedIn, c'est ce que j'expliquais au départ, c'est vraiment de travailler en fait ses relations sociales, ses relations humaines, on revient à l'essence réseau social, et ensuite seulement on présente sa recherche d'emploi, on présente son produit si on est entrepreneur, et c'est là qu'on a un public. Rihanna, elle ne fait pas un concert stade vide, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour entendre ce que vous faites et ce que vous proposez, sinon ça ne sert à rien. Donc ça va être vraiment l'essence du conseil. Ensuite, effectivement, il y a des règles, mais quand je dis règles, je parle vraiment pas de personnalité. Moi, là, vous avez en face quelqu'un qui casse les codes, il n'y a pas de règles, il faut être soi-même. Moi, ce que je dis toujours, c'est que notre meilleur produit, c'est nous-mêmes, en fait, c'est pas ce qu'on vend. Moi, aujourd'hui, j'ai des sollicitations tous les jours, mes clients, ils me contactent en me disant, voilà, j'adore ta personnalité, j'adore tes valeurs, etc. Alors que des gens qui font ce que je fais, il y en a plein. J'étais un peu arrosée. Des gens qui font ce que je fais, il y en a plein. Donc, sur ce côté-là, conserver cette fraîcheur-là, là où il va plutôt y avoir des codes, c'est effectivement plutôt en termes de bonnes, de mauvaises pratiques algorithmiques et aussi de copywriting. Donc, on en parlait en off. Le copywriting, c'est quoi? C'est l'art de vendre avec les mots. Donc, c'est transformer les mots en euros. Ça, c'est extrêmement puissant parce que peu importe votre objectif, que vous cherchiez un job, une alternance, un stage, des clients, ce que vous voulez, c'est vos mots qui vont persuader en fait votre audience que vous êtes la bonne personne, le bon interlocuteur, la personne qu'il lui faut. Donc il faut arriver à avoir la bonne structure, à mettre la bonne émotion, à bien aérer son texte, la bonne durée. C'est des codes à avoir. Ça, par contre, on parle de codes, c'est des codes à avoir. Il y a aussi, effectivement, du coup, on revient sur l'algorithme, cette partie-là. Alors, là, c'est un peu plus technique et c'est en plus en perpétuel mouvement, j'ai envie de dire, par LinkedIn. Si je devrais citer une mauvaise pratique algorithmique à ne pas faire, c'est éviter, par exemple, le partage de publications. Je vois tout le monde partager les posts de tout le monde sur LinkedIn. Et en fait, du coup, c'est sympa. Ça n'a pas de valeur ajoutée en réalité. Ça n'a pas de valeur ajoutée, c'est pas de la création de contenu et en plus, c'est ultra freiné par l'algorithme. Donc, typiquement, même moi, avec mon audience aujourd'hui, j'ai plus de 64 000 abonnés. Si je partage le post de quelqu'un, je suis quasiment sûre que ça va culminer à 20 likes, pas plus. C'est freiné. La raison est très simple. Aujourd'hui, LinkedIn encourage les créateurs de contenu et pas les partageurs de contenu.
créer du contenu, soyez authentique et boostez votre visibilité sur LinkedIn. On rappelle, avec cette étude d'Ipsos, on avait reçu Julie Hennès pour venir en parler il y a quelques jours dans l'école du futur. 57% de la génération Z est présente sur LinkedIn, 65% des 25-34 ans. Ils postent d'ailleurs régulièrement tous les jours. Ils cherchent aussi des informations sur l'orientation, mais aussi sur leur futur emploi. Merci infiniment Dorit Naon, merci infiniment Fabrice Vigreux, et Amélia Matin d'avoir fait un tour par le plateau de l'école du futur. On se retrouve nous dès lundi pour d'autres aventures.